ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre rencontre d'aujourd'hui va donc porter sur le thème des bienfaits psychologiques dans les épreuves. D'abord, avant de commencer, je tenais en premier lieu à remercier notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous avoir permis de nous rencontrer aujourd'hui et de pouvoir débattre d'un sujet qui est à mon sens extrêmement important. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de pouvoir partager avec vous le peu de choses que je sais et de pouvoir mettre en pratique le peu de choses que je fais et que je sais. Puisse cette rencontre être pour nous une occasion et un moment d'enrichissement et je l'espère en tout cas, d'augmentation de notre foi. Je voulais également remercier les responsables du côté femmes de cette mosquée. Donc je remercie très chaleureusement et très particulièrement Fouzia, avec qui j'ai été en interaction et en dialogue pour pouvoir venir jusqu'à vous aujourd'hui. Je tiens également à remercier Coralie, Karima et Faïsa. Après, je remercie également toutes les sœurs, toutes les orléanaises. Merci d'être venues aujourd'hui. Ça fait chaud au cœur parce que j'ai beau faire beaucoup de conférences, il est très très rare de voir autant de femmes répondre à l'appel et être présentes. Donc, machallah, vous pouvez vous féliciter et être fiers de vous. Voilà. Oui. Je vous embête encore avec le problème de circulation. Il y a un espace matricule 6199 WH45 qui bloque la porte et apparemment il y a des gens qui ne peuvent plus passer. Bon, voilà, ça c'est bon. C'est réglé, merci. Non, il n'y a pas de souci. Par contre, juste un petit bémol par rapport à ce que vous avez dit. Alors, pour les personnes qui me connaissent, moi j'aime bien dans mes conférences être en interaction avec les sœurs du public parce que j'aime pas du tout la position de celle qui est supérieure entre guillemets, qui sait, qui donne son savoir. Pour moi, l'intérêt c'est que vous partiez d'ici en ayant compris quelque chose et en ayant retenu des choses. Donc pendant mes conférences, j'essaye d'être la plus possible en interaction avec le public. Voilà pourquoi j'aimerais bien qu'un micro circule pour que vous puissiez poser toutes vos questions. La psychologie, vous allez voir, c'est un thème, pour celles qui connaissent la psychologie, qui font des études de psychologie, c'est quelque chose qui est assez pointu, assez rigoureux, donc j'aimerais pas avancer dans la conférence et que vous ratiez certains concepts et qu'il y ait des choses que vous ne compreniez pas. Donc voilà pourquoi je veux qu'il y ait un micro qui circule, comme ça, vous n'hésitez pas à me poser des questions et de toute façon, vous allez voir que je ne vais pas me gêner pour vous en poser également. Maintenant, si vous êtes un peu réfractaire à l'idée de prendre la parole en public, ce que je peux comprendre, vous pourrez noter vos questions sur un petit papier et soit pendant la pause, parce qu'on va faire une petite pause, parce que ça va être un petit peu long, donc j'espère que vous avez prévu du temps, soit pendant la pause, soit à la fin de la conférence, je lirai les questions et j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Alors, donc, j'ai été très bien présentée, mais je vais quand même essayer de développer un petit peu pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Donc d'abord, je suis psychologue clinicienne interculturelle. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire ce que c'est que l'interculturalité? Personne? Allez, le micro. C'est Coralie ou Coralie? Coralie. Ouais. Vous allez faire du sport aujourd'hui, Coralie. Salam alaikum. Alaikum salam. Donc l'interculturalité, c'est surtout quand on est de différents pays, différentes origines, donc ça permet de croiser nos cultures, donc changer. Et en quoi alors un psychologue devrait être dans l'interculturalité? C'est quoi l'intérêt? Il doit quand même connaître les référents de chacun pour pouvoir, je pense, comprendre dans quelle psychologie il se situe, quoi. Parce que si on a culturellement une façon d'être dans un pays X, on n'a pas forcément le même référent en France.
Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Les psychologues cliniciens interculturels, donc c'est un diplôme, hein, c'est un master 2 spécifique qu'on passe à Paris 13, donc là où moi j'ai passé mon master 2, soit dans le sud, à Aix-en-Provence. On part du postulat, les psychologues cliniciens interculturels, on part du postulat que on ne peut pas prendre en charge un patient de façon globale si, lorsqu'il est face à nous, on met de côté tout ce qui est de l'ordre de sa culture, de ses croyances, de ses traditions, de ses tabous, de l'histoire de la migration de ses parents, de sa propre migration à lui, de sa position, sa situation d'exil, etc. Parce que si on faisait ça, on mettrait quelque chose d'extrêmement important dans ce qu'on appelle l'identité. Je suis moi parce que je suis aussi une maghrébine, une enfant de maghrébins qui ont fait un processus migratoire, etc. Donc, les psychologues cliniciens interculturels, dans notre prise en charge, on écoute ce qui est de l'ordre de la culture de la personne, mais aussi dans la lecture des symptômes, des troubles mentaux. Je vous donne un exemple. Un musulman, par exemple, pourra faire une dépression plus ou moins sévère parce qu'il aura commis un grave péché. Il va commettre un grave péché, il va se culpabiliser et il va à un moment s'effondrer. Un non-musulman ne va pas développer une dépression parce qu'il se culpabilise. Parce que, bon, je vais vous expliquer un peu plus en détail par la suite, mais vous allez comprendre. J'ai eu une patiente qui a fait une dépression postpartum. Est-ce que vous savez ce que c'est que la dépression postpartum? Personne? Alhamdulillah. Il y a des mains qui se lèvent. Oui. On va laisser à la sœur. C'est une dépression qui fait après l'accouchement. C'est un peu plus grave, exactement. C'est une dépression qu'on développe après l'accouchement. C'est un peu plus grave qu'un baby blues. Le blues, c'est quelque chose de passager, de toute façon, je vais le présenter aussi. Mais effectivement, c'est à partir de quelques semaines après la naissance, la femme développe une grave dépression, avec tous les symptômes de la dépression dont je vais présenter par la suite. Et elle désinvestit son enfant, c'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à s'en occuper, elle n'arrive plus à prendre soin de lui, elle n'arrive plus à l'aimer. Donc j'ai eu une patiente qui présentait une dépression postpartum. Cette patiente était une sœur qui venait d'Afrique subsaharienne. Elle a été suivie par différents psychologues qui n'ont pas réussi à comprendre et à l'aider à avancer dans le cadre de la psychothérapie. Et en fait, là, l'intérêt pour elle dans le fait d'avoir été prise en charge de façon interculturelle, ça a permis de faire émerger une parole, à savoir qu'elle s'est extrêmement culpabilisée, elle s'en est extrêmement voulue, parce que dans son pays d'origine, on ne doit pas donner de prénom pour l'enfant. Et elle, en fait, elle a ce qu'on appelle la décompensation, elle a décompensé à un moment de sa grossesse, parce qu'on l'a obligée, mais c'est comme ça en France, dans le suivi de la grossesse, on l'a obligée, entre guillemets, à faire une échographie. Pour elle, c'était pas possible. Être confrontée à l'image de son fœtus, ça a été juste insupportable. Elle a fait sa grossesse normalement, l'enfant est venu au monde, il a eu des petits mots normaux, c'est-à-dire des aigreurs d'estomac, ensuite les dents, etc. Mais pour elle, c'était, si son enfant n'allait pas bien, c'est parce que c'était sa faute. Et donc, voilà, c'est de pouvoir écouter le patient dans ce qui relève de sa culture. Également un autre exemple qui va, je pense, et je vais finir avec ça, qui va peut-être vous parler. Donc notre sœur l'a dit en tout début, je prends en charge les personnes qui se pensent, qui se croient atteintes d'un mal occulte. Alors moi je ne fais pas de ROCA, je suis une psychologue clinicienne, j'ai un petit peu de connaissances, mais alors c'est rien du tout comparé à vous ici, je suis sûre que je ne vous arrive pas à l'agir au niveau de vos connaissances religieuses. Donc moi je ne fais pas de ROCA, par contre j'accompagne mes patientes dans leur ROCA quand elles pensent être possédées. Si vous allez voir un psychologue lambda et que vous lui dites j'ai des west-west, j'ai l'impression qu'il y a un djinn dans ma maison, si à un moment vous faites ce qu'en psychologie on appelle une crise hystériforme, c'est-à-dire que vous allez vous jeter par terre, avoir les bras qui tremblent, parler une autre voix. La psychologie classique, on est dans l'hystérie. Si vous allez voir un psychologue lambda, il va se dire ok super, et ben cette femme elle a un délire de persécution, elle est psychotique, donc schizophrène, etc., etc. Bien entendu que non, quand on a un psychologue clinicien interculturel, parce qu'on n'est pas forcément musulman, quand on a un psychologue clinicien interculturel. Donc voilà, c'est pour que vous compreniez bien déjà à qui vous avez face à vous, parce que forcément, ce que je vais dire n'aura pas la même portée. Alors, je me revendique également psychologue musulmane. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'être psychologue
musulman. Il va comprendre des choses que les autres psychologues ne comprendraient pas. Alors c'est un peu plus, oui, on est dans l'intraculturel, donc on se comprend forcément, par essence, par nature, puisqu'on partage la même religion, et voilà. Mais les psychologues musulmans, en fait, donc on commence à être de plus en plus nombreux, alhamdoulilah, on part là aussi du postulat que notre religion, alhamdoulilah, nous a tout donné. On a tout dans l'islam. Et la psychologie aussi nous apprend des choses sur les constances et sur la structure psychique de l'être humain. Alors moi je ne fais pas de prosélytisme, je ne suis pas là pour faire la darwa à mes patients, je prends vraiment mes patientes là où elles en sont dans leur religion, mais c'est vrai que les psychologues musulmans, on ne va pas s'abstenir quand c'est nécessaire de faire des rappels et d'avoir recours à la religiosité de la personne. Parce que même si je vous comprends, même si je comprends vos symptômes et votre mal-être parce que je suis psychologue, parce qu'il y a des constances, j'ai une pensée rationaliste, et dans la thérapeutique que je vais essayer de mettre en place avec vous, ça relèvera de la religion, tout simplement. Dans les moyens que je donne, très souvent, c'est notre religion qui nous a tout apporté, et comme tous les psychologues musulmans, c'est ce que je fais, je m'en sers. Voilà, donc pour moi c'était important que vous compreniez qui je suis et pourquoi le sujet d'aujourd'hui, donc les bienfaits psychologiques des épreuves. Alors, je pense que pour tout le monde ici, il est clair et évident que les épreuves ont un bienfait. Je vais parler, vous allez voir très très rapidement, des bienfaits d'un point de vue religieux, mais je vais surtout aujourd'hui m'en axer et me concentrer, me focaliser sur les bienfaits psychologiques. Juste un petit tour là de salle. Est-ce que d'après vous, les épreuves ont un bienfait psychologique? Oui, non? Oui? Ouais, ça fait évoluer. D'avancer. Ok. Alors, donc je vais quand même vous donner le plan du déroulement de la conférence. Donc il va y avoir une petite pause, c'est une seule pause, c'est ça? On aura une petite pause au moment de la prière de l'Asr. Donc je vais essayer de faire très très vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, pour que vous sachiez de comment les choses se présentent. Alors d'abord, je vais parler des bases de la psychologie parce que moi c'est quelque chose que je trouve est manquant dans notre communauté. Tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est qu'un inconscient, un préconscient, un subconscient, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans des cours de psychologie, mais pour moi c'est indispensable que vous compreniez au moins les bases pour pouvoir me suivre par la suite. Donc je vais d'abord vous parler des bases de la psychologie. Ensuite je vais essayer de dire ce que c'est qu'une épreuve, parce qu'il y a plusieurs définitions. Ensuite je vais vous dire dans quoi nous sommes éprouvés, dans quoi on est éprouvé, et quelles sont les conséquences sur le plan psychique des épreuves. Donc les conséquences d'abord sur le plan psychique. Ensuite, je vais essayer de vous donner des moyens, des outils sur comment survivre psychiquement après une épreuve, comment ne pas s'effondrer ou se relever après une épreuve. Et il y a des moyens, on a des outils, on a des techniques, on a tout à notre disposition. Et puis, je finirai avec le vif du sujet, à savoir les bénéfices après coup, qu'est-ce que l'épreuve aura apporté, changé en moi. Alors, on va commencer par les bases de la psychologie. Est-ce que les sœurs ici connaissent les topiques freudiennes? Est-ce que tout le monde connaît Freud? Non, Freud n'est pas un philosophe, c'était un psychiatre, c'était un neurologue et ensuite un psychanalyste, puisqu'il est celui qui a découvert la psychanalyse. Mais non, on n'est pas dans de la philosophie, même si les étudiants, même si les terminales au lycée travaillent la psychanalyse, mais non, pas du tout. Alors, donc pour Freud, l'esprit humain, alors vous allez voir, parce que j'ai essayé, à force de faire des conférences maintenant, je fais des schémas, parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Donc Freud a découvert donc la psychanalyse, c'est lui qui a développé le concept d'inconscient. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'inconscient? Allez, je suis sûre qu'il y a des étudiantes en psychologie ici, ou en tout cas des étudiantes, ou voilà, des sœurs qui ont un savoir par rapport à ça. C'est quoi l'inconscient? Vous savez, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, on est entre nous là. C'est ce qu'on fait intuitivement.
C'est ce qu'on ne contrôle pas, effectivement. On n'a pas de contrôle sur notre inconscient. C'est plutôt lui qui en a un sur nous, mais on peut quand même comprendre certaines choses. Oui, alors l'inconscient. Ah ben j'ai bien fait alors de commencer la conférence par ça. Il faut absolument que vous compreniez ce que c'est que l'inconscient. D'accord. Avant de rentrer en détail, je vais vous expliquer en gros. Vous imaginez que vous avez une maison et vous avez une cave. Et bien votre inconscient, c'est la cave de votre maison. Votre esprit, qui est la maison. Voilà, c'est quelque part enfoui en... Oh, ouais, c'est une annexe, mais bon, je vais rentrer dans les détails. Donc, avec Freud, il existe deux topics. Il parle de ce qu'on appelle l'inconscient, le subconscient et le conscient. Alors, il faut imaginer, je ne sais pas si tout le monde voit, mais bon, c'est pas très compliqué, il faut imaginer que votre esprit, c'est ça. L'inconscient, c'est ce qui est le plus au fond, le plus derrière, le plus caché, le moins accessible. Ensuite, vous avez le subconscient et la conscience. La conscience, c'est le moi, c'est mon nefs. Le subconscient, c'est ce qui fait barrage avec mon inconscient. Mais je vais vous expliquer, hein, c'est juste une petite présentation. Donc ça, c'est la première topique. La deuxième topique, c'est le ça. C'est ce qu'il appelle le ça, le moi et le surmoi. Le moi, c'est mon nefs, c'est moi qui parle. Le ça, c'est ce qui est dans l'inconscient, c'est mes pulsions. Ce qu'on appelle les pulsions de vie, les pulsions de mort. Pulsions de vie, c'est ce qui fait que je prends soin de mon corps, c'est ce qui fait que je m'alimente, c'est ce qui fait que j'ai des envies pour me reproduire, voilà, pour avoir des relations avec mon mari. Et puis on a ce qu'on appelle le surmoi. Donc, de toute façon, je vais y revenir. Donc pour Freud, nos comportements, même si, alors, petite parenthèse, je ne suis pas freudienne dans la prise en charge, mais c'est incontournable, on est obligé de passer par la psychanalyse pour expliquer ce qui est de l'ordre du psychologique. Donc, pour lui, nos comportements sont régis, c'est-à-dire que nos comportements résultent de mécanismes dans notre esprit. On ne fait pas tout et n'importe quoi, n'importe comment, pour n'importe quelle raison. Voilà, il y a des règles, il y a des mécanismes dans notre esprit. Il faut connaître de toute façon. Et ce n'est pas du tout être en contradiction avec notre religion, bien au contraire. On n'a pas de mal à se dire qu'on a un cœur, qu'on a un foie, qu'on a une vessie, enfin, voilà, que notre corps a différents organes et qui fonctionne avec ces différents organes. Et bien dans notre esprit, c'est exactement pareil. C'est pas parce qu'on n'a pas accès qu'il n'y a pas des instances et qu'il n'y a pas des mécanismes constants. Alors, donc le ça, je l'ai dit rapidement. Qu'est-ce que c'est que le ça? C'est dans l'inconscient, ouais. Le ça, donc c'est la partie la plus inconsciente de notre esprit. Et le ça, c'est là où se trouvent tous nos instincts, donc nos pulsions. C'est régi par ce qu'on appelle la libido. Alors, normalement, vous devez tous savoir qu'une des grosses théories de Freud, c'était que tout est sexuel. Tout le monde est d'accord avec ça? Sauf que ça, c'est l'idée connue. Quand Freud parle de la libido et de la sexualité, il ne parle pas de la sexualité comme on l'entend nous, charnelle, etc. Quand on parle de sexualité, c'est plus en termes d'énergie psychique, c'est plus en termes d'énergie, pas en termes de sexualité comme on comprend, voilà, comme c'est utilisé dans le langage courant. Et puis on a ce qu'on appelle le moi. Donc le moi, vous savez tout ce que c'est, j'espère. S'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est que le moi, je vais les voir à la fin de la conférence. C'est quoi le moi? C'est votre nefs. Exactement. C'est l'ego. Exactement. Donc le moi, c'est la partie la plus consciente. Je sais que je suis moi, je sais que je pense, je sais que je réfléchis, je sais que je fais telle ou telle chose. Voilà. C'est la partie la plus consciente. Et elle régit au principe de réalité. C'est-à-dire le moi, en fait, se confronte à ce qu'on appelle la réalité. Il passe son temps, en fait, attendez, parce que je fais une autre feuille sur ça. Voilà. Un autre petit schéma. Je ne suis pas une artiste, hein, donc voilà. Donc là, c'est le moi, c'est notre nefs. Là, tout ça, ce qui est autour, c'est la réalité. On a ce qu'on appelle le ça, qui est dans la partie la plus inconsciente. Le ça, il attaque toujours mon moi avec des pulsions. J'ai envie je ne sais pas, j'ai envie de manger alors que je suis en train de jeûner. Exemple, j'ai envie de manger, je suis en train de jeûner. J'ai une pulsion pour aller vers la nourriture. Ça, c'est la faute à mon ça. Par contre, je ne vais pas manger parce que j'ai ce qu'on appelle le surmoi. Le surmoi, c'est la police. C'est le flic, entre guillemets,
né de notre esprit. C'est lui qui fait que je ne laisse pas mon ça faire n'importe quoi. Et donc mon moi, il doit gérer le ça, qui est toujours en train de le titiller, voilà, de l'attaquer, et il doit gérer le principe de réalité. Mais il doit aussi gérer le surmoi. Donc ça, je vais y venir aussi. Le surmoi, c'est celui qui dit tu n'es pas bien, il faut que tu fasses ça comme ça, normalement c'est pas comme ça, etc. etc. Et donc je vais y venir aussi. Le surmoi, il est le résultat de l'intériorisation de toutes nos règles, de tous les interdits, donc les règles morales, ce que ma religion m'a appris, de toutes les règles que mes parents m'ont appris, de mon éducation. Et en fait, le surmoi, il est... attendez, j'ai encore un petit schéma. Il faut imaginer ça comme ça. Il faut imaginer que la mer, c'est la réalité. Voilà ce que j'ai essayé de faire. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la mer. On va dire que ça, c'est la réalité. La partie la plus immergée inconsciente, c'est le ça. Le surmoi, il est entre l'inconscient et la réalité. C'est-à-dire que j'ai des règles que j'ai intériorisées qui sont de l'ordre de mon inconscient et que je peux modifier avec le travail thérapeutique. Mais c'est aussi ce qui fait mes injonctions. C'est pas bien, faut pas que tu fasses ça, c'est haram, etc., etc. Et puis, le moi, c'est la partie émergente, la partie émergente de votre esprit. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là déjà? Si vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, dites-moi. Je ne veux pas avancer sans que vous ayez compris ça. Oui. Faites passer le micro, s'il vous plaît. En fait, si j'ai bien compris, le ça, c'est l'inconscient, le surmoi, c'est le subconscient, et le moi, c'est le conscient, c'est ça? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que le surmoi, c'est aussi inconscient. C'est aussi inconscient. Donc, mais en gros, oui, on peut vraiment généraliser comme ça. Ouais. Il est inconscient dans le fait qu'on se pose la question. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Non, reformuler, c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, vous avez dit que le surmoi, il était aussi dans l'inconscient. Ouais. Donc pour moi, c'est parce qu'on ne pense pas tout de suite. C'est une idée qu'on a derrière nous qui va... C'est par rapport à ça ou pas? Oui, parce qu'en fait, dans l'inconscient, il y a, ce que je n'ai pas expliqué, mais notre inconscient, donc quand je vous disais que c'est la case, c'est tout ce qu'on a refoulé. Donc l'esprit humain, il a des constances, comme je l'ai dit, il a des mécanismes. Le refoulement, c'est-à-dire, ça c'est trop difficile à supporter, j'arrive pas, ou voilà, psychiquement je ne peux pas tenir, donc je vais le cacher dans mon inconscient. On a ce qu'on appelle le refoulement. Ça, c'est ce qu'on appelle un mécanisme de défense en psychologie. Donc, quand j'oublie des choses, des fois c'est refoulé. Donc les règles vont être intériorisées et refoulées. On ne passe pas notre temps dans notre vie de tous les jours à se dire c'est interdit de voler, c'est pas bien de voler. On le sait. Ça y est, c'est ancré en nous, c'est inconscient, on sait que voilà, c'est interdit de voler. Après, s'il y a eu échec d'intériorisation de la loi dans l'enfance, en tout cas les psychologues on s'en rend compte très rapidement parce qu'il y a des troubles du comportement chez l'enfant, parce qu'il y a des troubles des conduites à l'âge adulte, donc on comprend que les règles de la première enfance n'ont pas été intériorisées. Et donc voilà, c'est pour ça que j'explique que le surmoi c'est conscient, mais c'est aussi inconscient. Donc on peut faire un travail dessus. Alors, donc comme je vous l'ai expliqué, le moi mesquine, nous, il doit gérer plein de choses. Donc il doit gérer le ça, il doit gérer le surmoi, il doit gérer la réalité, voilà, et il doit faire en sorte de rester... Quand mon moi n'arrive plus à faire son travail, en psychologie, ce qu'on appelle la décompensation. C'est-à-dire que la décompensation, c'est la rentrée dans la folie. C'est le passage de la névrose à la psychose. Je vais y venir. Juste une petite parenthèse. Là, les bienfaits psychologiques des épreuves, je ne parle de ça que pour les personnes qui sont névrosées. Je ne parle pas de ça pour les personnes qui sont psychotiques. Quand on est psychotique, on n'est plus dans la réalité et on n'est plus capable de raisonner de façon cohérente. Et donc, on ne peut plus tirer bénéfice des choses qui nous arrivent dans notre vie de tous les jours. C'est pour ça que l'ordre supérieur ne veut pas juger de la même façon. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui pourront même plus développer ça. De la même façon, un fou que quelqu'un qui a la raison. Un enfant qui n'a pas l'âge de raison ne sera pas jugé, une personne qui dort ne sera pas jugée, enfin voilà. Je vais y venir, mais le psychotique, c'est un peu comme... Je vais expliquer, mais le psychotique, c'est quelqu'un qui dort constamment. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une névrose et une psychose? Ça, on avance vite. Alors, vous digérez?
névrose et une psychose? Effectivement, il y a une différence entre la névrose et la psychose dans la gravité du trouble psychique. Non? Alors, eh ben, il ne faut pas avoir peur parce qu'on est tous des névrosés. On est tous névrosés. Alors, personne ici-bas, sur cette terre, non, mais c'est la vérité. Non, on est tous névrosés, et heureusement, alhamdoulilah, parce que si je vous disais que vous n'étiez pas névrosés, c'était comme si je vous disais, il y a des êtres humains sur cette terre qui n'ont aucun problème de santé, qui ont un corps parfait, sans aucune maladie, sans aucune fatigue, sans aucune défaillance, sans aucun manque, c'est impossible. On a tous quelque chose qui ne va pas au niveau physique. C'est pas possible. Bon, on n'est pas encore au paradis, donc je nous le souhaite, mais voilà, l'esprit humain, c'est exactement pareil. On est tous des névrosés, on a tous des conflits, on a tous des choses à gérer. Parce que nous avons tous un inconscient, un conscient et un subconscient. Nous avons tous un moi, un ça et un surmoi. Donc, vous êtes toutes névrosées. C'est une bonne nouvelle. Bon, et ben justement, donc en psychopathologie clinique, la névrose, donc je vous donne la définition. La névrose désigne tous les troubles psychiques qui sont pas très graves justement par rapport à la psychose. Là en fait, justement dans la névrose, notre moi, le fameux moi, il essaye de gérer ce que j'expliquais, tous les conflits, tout ce qui l'attaque. La réalité, c'est que, par exemple, je travaille, je suis fatiguée, je ne peux pas faire mes prières à l'heure. Ça, c'est la réalité. C'est comme ça, je travaille et je ne peux pas faire mes prières à l'heure. C'est la réalité. Moi, je suis moi. J'ai intériorisé des choses. Je sais que dans ma religion, ce n'est pas comme ça. Il faut que je fasse mes prières à l'heure. Je sais que ce n'est pas bien, etc. Donc le surmoi, il va venir attaquer mon moi pour lui dire c'est pas bien. T'es mauvaise, t'es une mauvaise personne, il va faire en sorte que vous culpabilisiez pour que vous changiez votre comportement et que vous vous mettiez à faire la prière. Là, on est dans ce qu'on appelle un conflit psychique. Un conflit psychique, on est dans de la névrose. Dès l'instant où il y a conflit psychique, on est dans de la névrose, on le veuille ou non. Donc voilà. Donc là, en fait, dans la névrose, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il n'y a pas de confusion entre ma réalité interne, celle que je suis, ce que je ressens, et la réalité externe. Je fais bien la différence entre moi, mon nefs, et les autres. Dans la psychose, c'est absolument pas le cas. Allez, un dernier petit schéma. Vous allez comprendre. Alors, c'est un exemple que j'aime bien donner. Vous imaginez, donc, ça, c'est la névrose à droite, et ça, c'est la psychose à gauche. Vous imaginez que ce cercle-là, cette assiette, moi j'aime toujours l'exemple de l'assiette, cette assiette, c'est votre esprit, c'est votre psychisme. Dans la névrose, on a tous des failles à l'intérieur de notre psychisme. C'est ce que j'expliquais. On a tous des conflits, on a tous des difficultés, on a tous des traumas, on a tous des blessures. On a tous vécu des choses dans notre vie difficiles, des épreuves qu'on a dû plus ou moins gérer. Nos blessures sont plus ou moins grandes. Donc de toute façon, ça je vais y venir aussi, quand la blessure n'a pas du tout été gérée, on est dans ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique. Ça, c'est un trouble psychique, mais je vais y venir. Dans la psychose, on est dans la même chose, sauf que l'assiette, elle est complètement cassée. L'assiette, elle est complètement cassée. Ça, ce qui est en bleu, c'est ma réalité interne. Ce qui est en blanc, c'est la réalité extérieure. Dans la névrose, il n'y a pas de mélange entre ma réalité et l'extérieur. Dans la psychose, ça se confond. La réalité et l'extérieur. Dans la psychose, la personne, il faut imaginer... Par exemple, vous êtes en train de dormir. Quand vous dormez, vous rêvez, d'accord, vous vous en souvenez. Hein. Mais bon, ça, si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, c'est parce que le subconscient, au moment où vous allez vous réveiller, fait son travail de refoulement et vous allez oublier. Tout ce dont vous avez rêvé retourne dans l'inconscient. Parce que vos rêves sont de l'ordre de l'inconscient. Après, il y a plusieurs types de rêves. Il y a les visions, il y a les rêves qui viennent du shaitan et il y a les rêves psychologiques. Ça, c'est une réalité, on ne va pas contredire ça. Donc, quand vous dormez, parfois vous rêvez. Quand vous rêvez, et que vous vous réveillez, vous ne vous souvenez plus de votre rêve, on est d'accord. Si vous êtes en train de dormir et que par exemple, je ne sais pas, il y a le réveil qui se met à sonner, ou il y a votre mari qui vous dit lève-toi, allez, nous fais jaloux, j'en sais rien, votre esprit va faire en sorte que pour maintenir l'état de sommeil, les stimuli externes, les sons que vous allez entendre vont être intégrés dans votre rêve.
Et donc vous allez rêver par exemple qu'il y a la sonnerie, je sais pas, du collège, ou que votre mari est en train de vous dire lève-toi, je t'amène au restaurant, ou j'en sais rien. Enfin, le stimuli externe réel va être intégré, pour certains maris, va être intégré dans le rêve. Chez le psychotique, il faut imaginer que le psychotique, il rêve tout le temps. Il est tout le temps en train de rêver. Le psychotique, même s'il parle avec vous et qu'il vous voit comme ça et vous avez l'impression qu'il est présent, en réalité, il est dans son rêve. Quand vous lui parlez, il fait la même chose que vous quand vous dormez, il intègre ce que vous lui dites dans son état psychique, dans son rêve. Il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de contact... Oui, le micro. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vu qu'on est tous névrosés, oui. On peut tous devenir psychopathes. Oui et non. On peut développer. Oui et non. La décompensation, le passage dans la psychose, il y a un terrain génétique, même si beaucoup de psychologues ne sont pas d'accord avec cette idée, moi je pense que si, qu'il y a un terrain génétique prédisposant, mais c'est surtout l'expérience, c'est surtout ce qu'on appelle, il y a une différence entre ce qu'on appelle l'inné et l'acquis, ça va beaucoup dépendre des épreuves de notre vie. Moi, quand j'ai commencé mes études de psychologie et que j'ai fait un stage à Sainte-Anne et que j'étais confrontée à des cas cliniques vraiment parfois juste hallucinants, j'étais toujours très étonnée quand je recevais ce qu'on appelle l'anamnèse du patient, c'est-à-dire l'histoire de sa vie et l'histoire de la maladie. J'étais souvent étonnée de me rendre compte et de me dire waouh, subhanallah, il a subi d'un événement, cet événement-là qu'il ne devait pas vivre, il ne fallait pas qu'il vive ça. C'est cet événement-là qui a fait qu'il a décompensé et qu'il est rentré dans la psychose. Après, c'est la hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala, il devait rentrer dans la psychose. Mais il y a des événements déclencheurs. Par exemple, une chose qui est très connue, vous savez tout ce que c'est que la schizophrénie. Je vais y venir, je vais expliquer ce que c'est. Dans la schizophrénie, donc on est vraiment dans la psychose à l'état pur, on sait et c'est prouvé, que la prise d'un toxique, donc le cannabis ou n'importe quelle drogue, cannabis, héroïne, bon, peu importe, et bien ça, c'est un facteur favorisant et même qui fait entrer dans la psychose. Parce que je fume du cannabis, et ben je décompense. Parce que en réalité, ces personnes-là, c'est pas tout le monde, mais c'est souvent le cas, ces personnes-là sont déjà un terrain fragile par rapport à la différence entre mon intériorité, ma réalité interne et ma réalité externe. Quand je fais l'expérience qu'on appelle la déréalisation par le fait de fumer du cannabis, je suis plus dans la réalité, mon cerveau ne fonctionne plus correctement, et ben ça va ouvrir cette brèche que j'ai en moi. Mon assiette se casse. C'est comme s'il faut imaginer que c'est le coup qu'on prend sur notre esprit qui le casse complètement. Donc oui et non. Après, il y a des structures psychiques qui sont plus prédisposées à décompenser. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une femme, une maman, une haja, qui m'a été amenée par sa fille parce qu'elle pensait qu'elle était possédée. Mais elle a été plein de rakis et tous les rakis ont dit non, mais il n'y a rien, enfin, on ne peut rien faire pour elle. Enfin, voilà. Donc ils ont fait une errance diagnostique comme ça, ils sont passés de raki en raki parce qu'ils étaient dans l'espoir qu'il y en aurait un qui leur dirait qu'effectivement il y a une possession. Il n'y avait rien. En dernière cause, ils ont décidé de venir voir une psychologue. Donc lorsqu'elle est venue, moi j'ai tout de suite diagnostiqué ce qu'on appelle une mélancolie. La mélancolie, c'est, dans le cadre de la psychose, c'est une maladie très grave, puisque c'est le versant extrême de ce qu'on appelle la dépression ou la psychose maniaco-dépressive. La personne qui est mélancolique, elle a des délires. Donc dans la psychose, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans la psychose, mon intériorité et l'extérieur se mélangent. Il n'y a plus de différence, c'est plus fermé. Et donc, comment ça se mélange, comment ça s'exprime? Ça s'exprime par les délires et ça s'exprime par les hallucinations. J'entends des voix, je vois des choses, je suis en train de rêver en fait, mais je rêve à l'état d'éveil. Et donc cette femme-là, elle était mélancolique et elle avait un délire. Son délire était que je suis sûre et certaine que parce que je vis, parce que j'existe, et ben c'est par ma faute. C'est parce que je suis mauvaise, parce que j'ai été une mauvaise musulmane, parce que j'ai été une mauvaise croyante. C'est à cause de moi qu'il y a la guerre en Syrie. C'est à cause de moi que ma fille est malheureuse. C'est à cause de moi, c'est à cause de moi. Et le problème dans la mélancolie, c'est qu'on a, dans très nombreux cas, ce qu'on appelle le passage à l'acte, donc le suicide. Ce qu'on appelle les DTS, qu'on appelle le suicide.
Donc il y avait un risque imminent de mort. Et en fait, en parlant et en discutant avec, en recueillant ce qu'on appelle donc l'anamnèse, en discutant et en parlant avec la fille de cette patiente et après avoir établi le diagnostic, eh ben, je me suis rendu compte que c'était une femme qui a été maltraitée tout au long de sa vie, qui a été battue par son mari, elle a été vraiment violentée, insultée, et lui a fait vraiment les pires des misères. Alors une fois, comme je souhaite à personne de vivre ce qu'elle a vécu. Et donc on s'est rendu compte, après un avoir, c'est un qui fait que telle personne développe une maladie, mais effectivement, ça a été un facteur aggravant. C'est-à-dire la stimulation constante de situations stressantes et traumatogènes, à force, à un moment, la personne devient folle. Voilà, elle décompense. Mais il y avait un terrain quand même. Tout le monde ne reste pas avec la main qui nous toutes les femmes ne restent pas avec des hommes violents, toutes les femmes ne supportent pas ce qu'elle a supporté, etc. Pour celles qui me connaissent, moi je me suis spécialisée dans la question des dépendances amoureuses et donc la question de fil en aiguille des pervers narcissiques, parce que quand j'ai une personnalité dépendante, je vais me mettre avec des hommes qui me font du mal, je l'appelle les pervers narcissiques. Donc là, on voit bien qu'il y a un terrain, c'est-à-dire que toute femme ne peut pas être battue et maltraitée. Il y en a qui restent pour différentes raisons, parce que c'est leur histoire, c'est leur structure psychique. Et d'autres non. Et c'est pareil pour la psychose. Tout le monde ne devient pas psychotique. Mais de toute façon, le facteur déclenchant qui fait que je deviens psychotique, ça, il appartient à moi supplémentaire. Parce que même si j'ai le terrain, ça ne veut pas dire que je deviendrai psychotique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok. Donc, alors, dans la névrose, est-ce que vous pouvez me citer juste rapidement, comme ça on va passer, est-ce que vous pouvez me citer des troubles qui rentrent dans le cadre de la névrose pour que je vois si vous avez vraiment bien compris? Oui. Les troubles obsessionnels compulsifs. Exactement, ce qu'on appelle les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, ou ce qu'on appelle également les névroses d'angoisse. Donc là, c'est ce qu'on appelle des obsessions. C'est des personnes qui sont extrêmement anxieuses et qui vont avoir recours à des pensées et à des rituels pour essayer de faire descendre l'angoisse. Effectivement, c'est les TOC. Après, ça peut être compris aussi comme étant des West-West. Peu importe, moi je m'en fiche que ce soit un West-West ou que ce soit un djinn ou un être maléfique qui nous oblige à faire des rituels. De toute façon, pour moi c'est pareil, la souffrance est la même. Voilà. Peu importe le nom qu'on donne, on doit pouvoir entendre la personne dans sa souffrance, c'est l'idée. Donc il y a les TOC. Quoi d'autre? Ouais, l'hystérie. Qu'est-ce que vous connaissez de l'hystérie? Tiens, on va parler un petit peu de l'hystérie. Il y a deux types d'hystérie. Il y a la personnalité hystérique et il y a ce qu'on appelle l'hystérie de conversion. Qu'est-ce que vous connaissez de l'hystérie? Non. On dégage un peu la nervosité qu'on a. Ouais, on dégage la nervosité qu'on a. Est-ce qu'il y a déjà des femmes qui se sont fait insulter d'hystérique par leur mari, leur frère, Ça, c'est propre à la femme, non? C'est très rare chez l'homme, c'est propre à la femme. Peut-être, mais bon, j'en ai jamais rencontré moi en tout cas. Donc, alors, l'hystérie de conversion, la vraie hystérie dont on parle, ce qu'on appelle l'hystérie à la Charcot, c'est un trouble mental, qui n'est pas dans la maladie, c'est un trouble mental qui a disparu quasiment en Occident. Alors, pourquoi ça existait dans l'ancien temps? Ça existait surtout dans les sociétés très conservatrices et très prudes. Parce qu'il y avait une répression de la sexualité. Alors on en revient à ça. Et c'est pour ça que ça existe toujours dans les pays maghrébins et dans les pays musulmans. Donc on en revient à ça. Par exemple, je suis une hystérique. Moi je suis hystérique. J'ai un surmoi qui est très 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 rigide. Mon surmoi c'est tout est haram. Rien n'est accepté. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit de faire ni ça, ni ça, ni ça. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas parler. Enfin bon, bref, on ne va pas rentrer dans les... Voilà. Mais tout est interdit. Chez moi, on ne me laisse rien faire et moi, je m'interdis de tout faire. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il fait mon surmoi? Eh bien, il écrase le ça. Il l'empêche complètement de s'exprimer. Sauf que c'est une cocotte minute, hein, notre inconscient. Il faut qu'il y ait des choses qui puissent sortir. Toutes les instances de notre psychisme ont un rôle et une fonction. Donc, si je refoule, si j'interdis à mon ça de pouvoir s'exprimer,
quand même à un certain moment, toujours sous contrôle du surmoi, mais si je m'interdis complètement de s'exprimer. Comme c'était le cas dans les sociétés occidentales en 1900, par exemple. Dans les années 1900, on avait beaucoup d'hystérie de conversion. C'est avec des cas, ce qu'on appelait l'hystérie à la Charcot. C'est avec ça que Freud a découvert la psychanalyse. Comment Freud il a découvert la psychanalyse? Il est parti voir une séance d'hypnose. Petite parenthèse, moi je suis complètement contre l'hypnose et si quelqu'un veut savoir pourquoi, je vous expliquerai par la suite. Bref. Donc, Freud a assisté à une séance d'hypnose avec Charcot qui avait une patiente qui était hystérique. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait, la patiente hystérique? Elle se jetait par terre, elle criait, elle avait une voix différente. À cette époque-là, parce qu'on était dans des sociétés catholiques, voilà, avec l'idée de démons, de diable, etc., à ce moment-là, tout le monde disait elle est possédée par Satan. Sauf qu'il y avait aussi, la psychiatrie. Et donc, comme nous aujourd'hui maintenant, quand on a un problème, on se dit c'est peut-être une possession, voilà. Et bien à cette époque-là, on allait voir les exorcistes et on allait voir, quand ça ne se réglait pas, on allait voir les psychiatres. Et donc, Freud a assisté à une séance d'hypnose et il s'est rendu compte qu'en fait, avec l'hypnose, la personne, du jour au lendemain, elle arrêtait de se jeter par terre, d'avoir des contractures, d'avoir des aphonies, des phobies, etc. Et il s'est rendu compte, en suivant ces personnes, que, ok, elle avait plus ces symptômes-là, plus d'expression somatique du symptôme, mais derrière, elle se mettait à développer d'autres troubles mentaux. Elle se mettait à avoir d'autres problèmes. On n'a rien résolu. On n'a rien résolu, on a juste étouffé le problème. Et donc, dans l'hystérie, c'est comme je disais, c'est mon surmoi qui est très 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 rigide et qui va faire que je ne laisse pas mon ça s'exprimer. Je ne sais plus pourquoi j'en suis mieux à parler de ça. C'est pour parler d'hystérie. Donc voilà. Donc aujourd'hui. Voilà, et donc aujourd'hui, effectivement, dans nos sociétés surconsuméristes et occidentales, avec une libération à outrance, voire excessive de la sexualité et de voilà, tout ce qui en découle, on n'a plus d'hystérie. Par contre, dans notre culture, bien entendu qu'il y en a encore. Parce qu'on a toujours les interdits religieux, on a toujours les interdits culturels, on a toujours les interdits qui font pression sur moi, mon ça et mon surmoi. Autre trouble mental qu'on retrouve dans la névrose. Oui. Pardon, j'avais une question pour ce que vous avez dit avant. Vous avez dit que le surmoi écrasait le ça et que du coup après ça faisait une cocotte minute. Et du coup, quelle est la conséquence La conséquence, c'est-à-dire de l'écrasement du surmoi. Eh bien, ça fait ce qu'on appelle des somatisations. C'est-à-dire que c'est mon corps qui va venir dire à ma place. Mon corps ne va pas employer des mots, comme c'est quelque chose qui est très inconscient. Mon corps va commencer à exprimer un mal-être et une souffrance. Et donc c'est là où on va voir des bizarreries avec des sensations bizarres comme j'ai une partie de mon bras qui brûle, j'ai des picotements. Voilà, c'est mon corps qui va venir dire, somatisé, psychosomatiser, qui va venir dire qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas réglé au niveau de mes conflits psychiques. Et c'est pas réel. Et c'est absolument pas réel. Et quand on fait des psychothérapies par la parole ou autre, quand la personne peut exprimer, mettre des mots sur ses émotions, etc., les symptômes disparaissent complètement. C'est très vague et c'est trop général. L'état d'esprit entre le névrosé et le psychotique. Il y a des psychotiques. Le psychotique déjà n'est pas toujours délirant. Il peut être normal. Par exemple, la psychose. On part du postulat en psychologie et en psychiatrie qu'un psychotique ne guérit jamais. Quand on rentre dans la psychose, c'est terminé. On peut aménager, on peut faire des choses de façon à mieux vivre, mais on n'en guérit pas. J'ai fait un stage en psychiatrie en Tunisie, à Razimanou, je ne sais pas s'il y a des Tunisiennes, et j'avais été très très étonnée de voir à quel point les schizophrènes
vivaient bien. Il y avait des schizophrènes, moi j'ai vu des schizophrènes qui étaient mariés, qui avaient des enfants et qui avaient une vie normale. Et donc j'ai été étonnée, je me suis dit, waouh, comment se fait-il? Tout simplement parce que dès l'instant où le schizophrène est pris en charge, entouré, soutenu, accompagné par la famille, la maladie n'évolue pas en mal. Elle évolue moins vite, on va dire. Elle évolue mieux. On ne guérit pas, mais elle évolue mieux. Pourquoi dans les pays, en tout cas en Tunisie, les schizophrènes étaient bien pris en charge? Parce que, en fait, on mettait le schizophrène dans une position de victimisation. C'est pas lui, c'est pas de sa faute. Il est possédé. Lui, mesquine, il a rien fait, c'est mon fils, on lui a fait de la sorcellerie, voilà. Donc, comme c'est une victime, comme c'est pas considéré comme une maladie, comme quelque chose de qu'il faut rejeter et mettre loin de soi, et on le garde avec nous et il vit une vie normale. Et donc, le fait de vivre une vie normale, c'est un pronostic, favorable à l'évolution. Mais on mérite. Ouais. Excusez-moi, on parle de la possession et on entend beaucoup de charlatans de la possession, est-ce que ça existe? Et justement, à travers votre propos, là, on est en train de dire que la possession n'existe pas. Alors, c'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Alors, pour celles qui me connaissent, elles savent très bien. Elles savent que, pour moi, à partir du moment où je suis croyante, où je suis musulmane, c'est une chose qui s'impose à moi. Pour moi, la possession existe. Le mal occulte existe. On peut être atteint de mauvais œil, le mauvais œil tue. On peut, et même je suis même partie de ceux qui considèrent que le djinn rentre dans la personne, pour vous dire, parce que là il y a aussi l'artilève, tout le monde n'est pas d'accord sur ça. Parce que j'ai été, comme je l'ai dit, j'accompagne mes patients dans leur cas et j'ai été témoin de choses qui sont absolument juste irrationnelles et incompréhensibles et inexplicables par la psychologie. Voilà, quand vous voyez une patiente, ça peut s'expliquer, mais bon, quand vous voyez une patiente pour laquelle il faut 15 hommes pour la tenir, mais ça peut s'expliquer avec l'adrénaline, bref. Quand vous voyez une patiente qui marche sur le plafond ou une qui est convertie et qui se met à parler araméen, on a beau être rationnaliste, scientifique et ce que vous voulez, à un moment, il y a des choses qu'on ne peut pas. Mais ça, c'est un cas sur 10. C'est extrêmement rare. Être réellement atteint par la possession, je suis navrée, il faut arrêter. C'est pas tout le monde. Et vous pensez que le djinn agirait à la place de l'être humain, en fait? Alors, le djinn agit à la place de la personne, mais dans les courts instants. C'est juste le temps de l'avocat. Et c'est là qui me parle, je ne vois pas. Ah, pardon. Donc l'être humain, à ce moment-là, en fait, il est plus conscient, il ne contrôle plus rien. Il est toujours conscient et il ne contrôle plus, mais il est toujours conscient. S'il n'est plus conscient, on est dans la psychose. Et s'il commet un meurtre, c'est pas de sa faute alors? C'est la faute du djinn? Non, c'est sa faute. C'est sa faute parce que son surmoi n'a pas disparu. Il a toujours une moralité, il a toujours un libre arbitre d'une certaine façon. Donc non. Tant mieux, dans le sens, c'est rassurant parce qu'on dit que si on a ça, on va avoir quelque chose de très grave, ça viendra. C'est trop facile. Je vais essayer d'avancer un petit peu, mais c'est trop facile de tout mettre sur le dos des djinns. Ça, c'est dans la psychose. Pardon? Non, parce que justement, en fait, ce que j'expliquais, c'est que je vous ai rapidement parlé. D'accord, je vais me dépêcher. Je vous ai rapidement parlé de l'hystérie. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres troubles de la personnalité qu'on peut confondre avec de la possession. Par exemple, les personnalités borderline et à limite, j'en ai pas parlé parce que c'est pas le sujet et on va perdre trop de temps. Dans les personnalités borderline, on a des moments de ce qu'on appelle la déréalisation et la dépersonnalisation. On n'est pas complètement dans de la psychose, mais on a des mécanismes qu'on retrouve dans la psychose. Et donc, on peut à certains moments avoir l'impression qu'on n'est plus dans son corps, qu'on sort de son corps, qu'on est au-dessus, qu'on n'a plus de contrôle sur nos actions, mais on est toujours à névrosé, on n'est pas dans de la psychose, c'est des petits mécanismes. Ouais, c'est dans la névrose et ça peut être pris pour de la possession alors que ça n'en est pas. Mais peu importe, de toute façon, comme je vous disais, que ce soit djinn ou pas djinn, que ce soit dû à un djinn ou que ce soit dû à un trouble psychologique, parce que les djinns ont un impact sur notre psychisme, on s'en fiche. Ce qui est le plus important, c'est de prendre en charge la patiente et de l'aider à aller mieux. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai une question. Comment on peut savoir si on est névrosé ou s'il faut faire des analyses? Il faut aller voir un psychologue. Ouais, parce que là, ça fait.
Mais juste le psychotique, il a ce qu'on appelle une anognosie, c'est-à-dire que le psychotique, il est convaincu de ne pas être malade. Le névrosé, il se pose des questions. Je suis peut-être malade, je suis peut-être fou, etc. Le psychotique, il est incapable de dire qu'il est fou. C'est pas possible. C'est même si vous lui dites, mais c'est de la folie, il va dire non. Et c'est ce qu'on retrouve dans la paranoïa, et c'est ce qu'on retrouve dans la schizophrénie. Je vous donne un exemple. Lors d'un de mes stages, j'avais à prendre en charge un schizophrène. Mon stage... J'étais plus sur mon lieu de stage et on m'appelle pour me dire vite, faut venir, votre patient a fait. Il s'est coupé le zizi. Ce qu'on appelle une émasculation. Bon, après coup, il a été hospitalisé, etc. Quand j'ai essayé de parler avec lui, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi il avait fait ça. Il n'était absolument pas conscient de ce qu'il avait fait. Pour lui, il m'a dit mais non, j'ai pas fait ça. J'ai coupé un serpent qui montait sur moi et qui voulait me manger. Voilà. Vous comprenez vraiment ce que c'est la différence entre psychose et névrose. Un jour, j'ai eu un patient, là aussi, à prendre en charge, là aussi dans le cadre de mon stage, mais il a été hospitalisé en mode HO, je ne connaissais pas l'anamnèse, donc je fais l'entretien, et à ce moment-là, à cette époque, j'avais un superviseur de stage, et donc il me dit, alors d'après toi, pourquoi il a été hospitalisé en mode HO? Je ne sais pas, je pense qu'il est paranoïaque, voilà, il a tel tableau clinique, tel symptôme, tel syndrome, etc. Il me dit oui, en fait, il a été hospitalisé parce qu'il a tué sa femme. Donc, quand après j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé, il m'a dit oui, elle me trompait. Je lui dis mais comment vous savez qu'elle vous trompait? Il me dit c'est la présentatrice à la télé qui me le disait. Elle me disait, elle est en train de vous tromper. Et puis quand je suis venue ce jour-là, la porte elle était à moitié ouverte et ça c'était la preuve. Voilà, ça on est dans du délire. Voilà. Ça c'est la différence entre un névrose et une psychose. On est vraiment dans du délire. On fait la pause tout de suite. Est-ce que je peux juste finir par qu'est-ce que c'est qu'une épreuve et puis Salam alaikum. Oui. Excusez. Oui. Savoir, vous avez tout à l'heure dit que vous. J'ai pas. Pardon. J'aurais souhaité savoir pourquoi vous étiez contre l'hypnose, s'il vous plaît. Alors, c'est mon point de vue qui n'engage que moi. D'abord, je trouve que l'hypnose, c'est une très grosse régression. Comme je vous l'ai dit, la psychanalyse a été découverte à partir de séances d'hypnose. Voilà, donc déjà je trouve que c'est une régression. Ensuite, je suis contre l'hypnose parce que, alors, je mets un point d'honneur à ce que mes patients, parce que je reçois que les femmes, que mes patientes, dans le cadre de la psychothérapie avec moi, soient actrices de leur guérison. Moi, l'intérêt pour moi, dans les femmes que je rencontre, les femmes de notre communauté, l'époque dans laquelle on vit, on est dans une époque de perversion et de narcissisme pas possible, moi, mon objectif pour mes patientes, c'est qu'elles reprennent leur vie en main, qu'elles deviennent les actrices de leur vie, qu'elles comprennent qui elles sont, qu'elles identifient leur fragilité et qu'elles travaillent, elles, sur leur mal-être. Moi, je leur donne des outils et après, c'est elles qui prennent